Bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Yannick Lefebvre, propriétaire de la compagnie Max Énergie située en Abitibi. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille en énergie renouvelable, panneaux solaires, éoliennes, turbines hydroélectriques. Donc j'ai quand même un très bon background, je dirais, là-dedans. Testé plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers de systèmes à travers les années. Fait que aujourd'hui, ce que je voulais faire une petite présentation sur les panneaux solaires. Fait que ça s'intitule dans le fond tout ce que vous devez savoir à propos des panneaux solaires. On va parler des différents types de panneaux, les cellules, l'efficacité de chacun, la composition un peu, les garanties, vraiment tout ce qui a trait aux panneaux solaires. Ça va être la première vidéo d'une série, dans le fond, qui va traiter sur l'énergie renouvelable. Fait qu'on va avoir, au fil des autres vidéos, ben, on va avoir une qui va traiter pour les batteries, les onduleurs, les éoliennes, le câblage, les contrôleurs de charge, l'entretien des systèmes. Fait que je vous conseille fortement, si vous êtes sur le point de peut-être en branle pour acheter un système ou vérifier ça, je vous conseille fortement de regarder la série de vidéos au complète. Vous allez avoir, je pense, la meilleure information que vous pouvez trouver en français, en bon québécois, là, sur Internet pour faire des achats qui vont être, dans le fond, éclairés, là, puis pour répondre à vos besoins. Fait que donc, on commence ça avec les panneaux solaires, là, tout ce que vous devez savoir. Premièrement, on va commencer par la base. C'est quoi un panneau solaire? Ben, un panneau solaire, c'est un agencement de cellules photovoltaïques. Fait que donc, les cellules, c'est fait en silicium. On ne rentre pas dans des détails extrêmes, là. Je veux juste que vous compreniez comme la base, là, c'est quoi, là. Fait qu'une cellule, en gros, c'est quoi? Ben, si on regarde le panneau ici, il y a un petit carré qui est à peu près cette grandeur-là. On voit, il y a une ligne blanche là, il y a une autre ligne blanche ici. Fait que ça, c'est une cellule. Un agencement de plusieurs cellules en série, en parallèle, c'est ce qu'on appelle un module solaire, donc un panneau solaire en bon québécois. Les lignes que vous voyez, c'est les collecteurs de courant. Il y a des bus bars. Ensuite, il y a les collecteurs qui sont normalement horizontales. Fait que les autres ramassent l'électricité qui sont produites par les cellules. Il y a deux catégories principales de cellules. On a la monocristalline, puis la polycristalline. C'est quoi la différence? Quand vous voyez un panneau comme les deux que j'ai à côté de moi, ils ont des cellules qui sont bleues. C'est des cellules polycristallines. C'est quoi la différence? Ben, c'est dans le fond, c'est un amalgame de plusieurs cristaux qui va former une cellule. Le nom le dit, polycristalline, plusieurs cristaux. Donc, ici, sur celui-là, j'espère que vous allez le voir comme il faut. On le voit quand même bien. Il y a... J'espère que c'est pas éblouissant, là. On peut voir, il y a des reflets dans les cellules. Comme ça reste que ça, lui aussi, c'est une cellule polycristalline, parce qu'il est bleu. Et puis, des fois, on va voir comme des petites variations dans l'intensité du bleu. Si on est sûr, hors de tout doute, que c'est une poly. La monocristalline, elle, normalement, est noire. J'en ai un ici, un semi-flexible. Cellule monocristalline. Fait que je ne sais pas si vous pouvez voir, il n'y a aucune démarcation, il n'y a aucun cristaux qu'on peut voir, puis la cellule est noire, puis unie. Fait que c'est quoi la différence entre ces deux cellules-là? Ça a été longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils ne juraient que par le monocristallin pour son efficacité. C'était vrai il y a jusqu'à peut-être 5-10 ans, il y avait une bonne différence dans la monocristalline versus la polycristalline. Par contre, de nos jours, la différence est beaucoup moins marquée. Les deux réagissent à peu près semblables à l'ombre, au soleil. La seule différence, dans le fond, va être au niveau de l'efficacité des cellules. Fait que si on prend la polycristalline, qui est la cellule bleue, on a une efficacité qui joue entre 17 à 19 %. Fait qu'on va dire 18 % en moyenne.
Puis la mono, par contre, elle est entre 19 à 21 %. Fait qu'on va mettre une moyenne d'à peu près 20 %. Donc, si vous suivez, il y a à peu près 2 % de différence d'efficacité pour une cellule versus l'autre. La mono est un petit peu meilleure, par contre, est quand même beaucoup plus dispendieux. La différence, vous allez me dire, ça représente quoi, 2 % d'efficacité, là? Dans le fond, un panneau de 100 watts mono ou un panneau de 100 watts poly, c'est un panneau qui génère 100 watts dans des conditions données, okay? Dans des conditions optimales, on va dire. La seule différence entre les deux, c'est que le panneau de 100 watts mono va être un petit affaire plus petit, probablement moins long, moins large, que le polycristallin, mais on ne parle pas de grand-chose, on parle de 1 à 2 % plus grand ou plus petit. Là, fait que... Puis par contre, le mono, comme je vous disais, est quand même plus dispendieux. Pas énormément, mais dans certaines applications où on est extrêmement restreint en place, exemple sur une toiture d'une maison, on veut installer des panneaux, on veut aller chercher vraiment le maximum qu'on peut avec la place qu'on a, à ce moment-là, c'est quand même bien d'aller dans le mono. Par contre, si on a de la place en masse, on va dans le poly, c'est beaucoup moins cher pour avoir le même résultat au final. Fait que c'est la différence entre les deux. Il y a d'autres types de cellules aussi, on n'en parlera pas trop, là, mais il y a les cellules amorphes, cellules sérigraphiées, thin film. Normalement, les panneaux qui sont vraiment flexibles, on dirait qu'ils sont presque liquides, c'est souvent du thin film. Celui que j'ai ici, c'est un semi-flexible. Dans le fond, c'est un panneau solaire normal, sauf qu'au lieu d'avoir une vitre en verre trempée en avant, ben c'est une espèce de plastique qui rend qui donne une certaine souplesse. Ça a des avantages, ça a beaucoup d'inconvénients. C'est un panneau, comme lui, c'est un panneau qui est transportable là, dans sa petite pochette. Là. C'est pas l'idéal, voyez-vous. Là, regardez, lui, il y a peut-être un été d'utilisation. Il a déjà tout. Il est venu, il est tout rond. C'est ultra fragile, justement, parce qu'il n'y a pas de verre trempé sur le panneau. Fait que si je plie le coin un peu, je ne sais pas si vous l'entendez, mais ça fait cric, 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 là. Cric, crac, cric, crac. Ce que je viens de faire un paquet de micro-fissures dans la cellule, puis je viens de baisser la capacité de production du panneau énormément juste en faisant ça. Donc, si vous êtes à la recherche d'un panneau qui est portable, qui est ultra léger pour faire du camping en tente ou peu importe, c'est une alternative, mais c'est pas vraiment pas quelque chose qui est durable et qui va vous durer longtemps. On a l'équivalent du panneau pliable, mais qui est fait avec des panneaux, des vrais panneaux avec une vitre, avec un frame d'aluminium, un peu comme celui-ci. Il y en a deux qui sont dos à dos, qui se trouvent comme une valise. Oui, un peu plus encombrant pour le transport, mais vous allez l'avoir pour les 40 prochaines années, là, puis s'il n'arrive pas de bad luck. Là. Fait que c'est beaucoup plus durable avec un frame en aluminium. Fait que je pense que ça fait à peu près le tour. Ah non, on a d'autres technologies là, qui sortent sur le marché de plus en plus. On reste avec les mêmes cellules de base, la polycristalline, la mono. Puis on a la technologie PERC. Dans le fond, c'est Passive, je me rappelle jamais. Passive Emitter Rear Contact. Il y a une partie des rayons solaires qui sont absorbés, qui passent au travers de la cellule, puis qui vient récolter un petit peu plus d'électricité. Mais on parle de 1 % d'augmentation en moyenne, là, autant pour le poly que le mono. Fait que si on part avec on va dire un polycristallin qui a 18 % d'efficacité, avec des cellules PERC, ben on va tomber à 19 %. Même affaire pour le monocristallin. Un autre qui est qui commence à sortir beaucoup sur le marché, le panneau bifacial. J'en ai pas malheureusement pour vous le montrer parce que c'est quand même assez nouveau. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un panneau identique, frame d'aluminium, tout ça, sauf que le derrière du panneau, je vais vous le montrer, là. Le derrière du panneau, au lieu d'être blanc comme ça, ben, il y a un autre vitre qui a été mis en arrière.
Puis, c'est la même technologie que PERC, sauf que la lumière est captée par en avant du panneau normalement, mais il y a une partie aussi qui est captée par le derrière du panneau. Fait que ça a sa place dans certaines installations, dans certains climats. Exemple, vous avez un champ de panneaux, écoute, ou un toit plat, bien souvent sur les industries ou peu importe. Là. Fait que vous avez votre toit, puis vous allez avoir, bon, ici on va dire qu'on a le soleil, là. Vous allez avoir une rangée de panneaux solaires, une autre rangée plus loin, une autre rangée plus loin. Fait que qu'est-ce que ça fait? Les rayons du soleil sont captés directement par les panneaux, mais il y a une partie des rayons qui est reflétée puis qui peut être absorbée par le derrière des rangées. Fait que dans ce cas-là, quand on a plusieurs rangées comme ça, ben, ça peut être intéressant parce qu'on a un gain à aller chercher, puis c'est quand même non négligeable. On parle d'à peu près 5%. Autant la technologie bifaciale se fait autant dans le poly que dans le mono. Je dirais plus dans le mono cristallin. C'est un produit un peu plus haut de gamme. Mais ça peut être intéressant. Je pense à quelqu'un qui aurait un système comme ça, mettons en Abitibi. En hiver, c'est sûr, on n'a pas beaucoup de soleil en hiver. On ne se le cachera pas, c'est pas merveilleux des panneaux solaires. Là, novembre, décembre, janvier, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Là. Mais par contre, quand il y aurait du soleil, ben la neige, écoute, c'est un miroir, la neige, c'est pas dur, là, ça réfléchit à peu près toute la lumière. Fait qu'à ce moment-là, sur une installation, sur un toit plate, ou encore sur une installation au sol, on va dire, avec des racks au sol, ben si on a de l'accumulation de neige à terre, ben c'est un peu la même affaire qui se produit. On a un certain pourcentage qui va être récupéré par le bifacial. On parle d'à peu près 5% d'augmentation. Fait qu'en gros, dans les meilleures conditions, okay, un sol blanc qui a le maximum de réflexion, on peut aller chercher à peu près 30% plus d'énergie par jour avec la même capacité de panneau. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est sûr que c'est assez nouveau sur le marché, mais il n'y a pas une grosse variation des panneaux. Fait que ça sera vraiment pas long que ça va devenir le panneau probablement assez utilisé. Parce que, écoute, ça ne coûte pas énormément plus cher de produire. Donc, c'est quelque chose qui va être à vérifier ça dans un futur assez proche. Ensuite de ça, on a parlé des cellules. On a les agencements de cellules maintenant. On a le 36 cellules, qu'on appelle un panneau 12 volts. À peu près tous les petits panneaux en bas de 150 watts, normalement, c'est à peu près toutes des 36 cellules. C'est un panneau qui est quand même assez dispendieux, mais qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'installer avec ça quand c'est la première fois qu'ils bâtissent un système ou qu'ils commencent dans l'énergie solaire. Ils vont s'acheter un panneau chez Walmart, chez Canadian Tire, peu importe, là, les magasins à grande surface. C'est tout du 36 cellules ou presque. Ça fait que c'est des petits panneaux moins de 150 watts. Après ça, on va avoir le panneau qui est un peu plus standard pour des installations de petites, moyennes, grandes. On va avoir le panneau 60 cellules, qui est qu'on appelle en jargon un panneau 24 volts. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire du 12 volts avec un panneau comme ça. Ensuite, on a un petit nouveau sur le marché que ça fait pas longtemps qu'il est sorti. On parle du 66 cellules, qui est aussi considéré comme étant un panneau de 24 volts. Et puis après ça, on a le plus gros de la série, qui sont les panneaux 72 cellules. Personnellement, c'est des panneaux qui sont réservés vraiment pour les grosses installations. Là. On parle, si vous avez fait un petit tour en Ontario, des fois, là, il y a des champs complets de panneaux solaires. Ben, c'est tous des modules 72 cellules. C'est gros, c'est encombrant, c'est pesant, il faut être deux pour le trimballer, c'est trop grand. Juste pour vous donner des idées de grandeur, là, on a... exemple, un 36 cellules
mettons un panneau de 100 watts, là, ça a à peu près 42 par 20 pouces. Lui que j'ai ici à côté de moi, lui c'est un 150 watts. OK? Celui que j'ai ici, c'est un 60 cellules. Lui, c'est un 275 watts. Les grandeurs sont à peu près standards dans les panneaux de 60 cellules. Dans les 36 cellules, il n'y a absolument rien de standard. D'un manufacturier à l'autre, il y a tout le temps énormément de variances. Il y en a des carrés, il y en a des rectangles, il y en a des bien longs. Fait qu'il n'y a pas vraiment de standard. Dans le 60 cellules, c'est pas mal tout le temps la même grandeur. On parle de 66 pouces par 39 pouces. Ça peut varier à peu près d'1 pouce, mais c'est pas mal ça. 66 cellules, c'est à peu près standard aussi. 73 pouces par 39 pouces. Puis on a le 72 cellules qui, lui, est aux alentours de 80 pouces par 39 pouces. C'est un panneau qui est quand même très long. C'est pour ça que je disais, on le garde pour les grosses installations parce que, tu sais, pour mettre un chalet, pour mettre sur un VR, pour mettre sur une maison, bien souvent, on n'a pas la place réellement. Ça va mieux bâtir avec des 60 cellules. Le 60 cellules, c'est pas mal le panneau universel. On va mettre ça de côté pour tout de suite. Fait que vous voyez, je mesure 6 pieds, ben ça c'est un 60 cellules, puis le 36. Au niveau des prix, grosse différence entre le 36 puis le 60 et 66 et 72 cellules. Vu qu'eux autres sont manufacturés pour des grosses installations, ben, sont produits en quantité là, industrielle. Les petits panneaux 36 cellules sont beaucoup moins communs, je dirais. Ils sont faits en moins grande quantité et sont beaucoup plus chers. On parle là, exemple, qu'on aurait juste pour faire l'exemple, un 150 watts, c'est à peu près, peu importe, là, dans le 36 cellules, c'est à peu près tout le temps 2 piastres le watt en moyenne. Quand on tombe dans le 60, 66, 72 cellules, on est en bas d'une pièce le watt. Fait que quand on monte un système qui est moyennement gros, ben écoute, ça vaut vraiment la peine d'aller avec ces panneaux-là. Colin, ils sont beaucoup plus performants, puis c'est ça. Et le prix est toujours aussi bon. Bon, ensuite de ça, on a parlé des cellules. À peu près tous les panneaux solaires maintenant sur le marché, à l'arrière, ils ont une boîte de connexion avec des fils. Puis au bout des fils, il y a des connecteurs MC4. Connecteur MC4, c'est un standard dans l'industrie solaire. Là. Fait que dans le fond, notre panneau, qu'est-ce qui sort en arrière? Là, on a un connecteur mâle puis un connecteur femelle. Fait que ça évite énormément de problèmes lors du raccordement. On n'est pas obligé de regarder la polarité, on fait juste mettre le mâle avec le mâle, le mâle avec la femelle, puis clic, on clip ça là. C'est scellé, il y a un O-ring, il ne rentre pas d'eau là-dedans. C'est à peu près le meilleur joint qu'il peut avoir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un panneau solaire, c'est aux intempéries, c'est à la neige, c'est à la pluie, c'est au vent. C'est pas long qu'il va se ramasser. Si on fait une autre sorte de joint, c'est pas long qu'il va se ramasser avec la corrosion, que le système va se mettre à mal marcher. Fait que, petite note, j'ai vu ça quand même assez souvent. Là. Le monde, il achète un panneau solaire, puis il voit ça, ces connecteurs-là. Il disait, c'est quoi ça? J'ai pas ça, ces plugs-là. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont couper la plug qui va après le panneau, qui est après le panneau, puis ils vont prendre le fil électrique, puis ils vont twister ça ensemble, mettre une marrette là-dessus ou mettre du tape. C'est la pire des erreurs à faire. Premièrement, vous cancellez la garantie de votre panneau solaire si vous coupez le connecteur MC4 au bout. Puis en plus, ben, vous allez avoir des problèmes dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est clair que votre joint n'est pas scellé. Si jamais vous n'avez vraiment pas le choix de faire ça, couper le connecteur MC4, vous êtes averti, la garantie du panneau solaire n'est plus valide. Mais si vous n'avez vraiment pas le choix, écoute, des fois on est dans le milieu du bois, puis bon, ben Caroline, il faut que ça marche. Fait que il faut faire une soudure, puis il faut mettre un heat shrink par-dessus, un thermo-rétractable, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'oxygène, qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre là-dedans pour venir maganer notre connexion. Bien important parce que vous allez avoir du trouble, je vous le garantis. Si vous coupez le MC4, c'est à peu près sûr que vous allez avoir du trouble dans le futur. On va parler de mix and match.
Ça, c'est un autre problème que les gens souvent me parlent. Ils ont déjà un système, là, ils ont acheté des panneaux chez Canadian Tire, là, ils ont un panneau de 100 watts, puis là, ils entendent parler de moi que je vends des panneaux solaires. Puis là, écoute, ils veulent mettre un panneau de 275, 280, 300 watts avec leur petit panneau de 100 watts. Oui puis non, OK? On ne peut pas mixer les deux types de panneaux sur le même contrôleur de charge. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est garder le système qui est déjà existant, le panneau de 100 watts avec son contrôleur de charge, puis rajouter un plus gros panneau avec son contrôleur de charge à lui, qui va être probablement un contrôleur MPPT. Ça, on va en parler plus tard. Qui vont toutes les deux être reliés sur la même batterie. Ça, on peut faire ça, on peut rajouter une éolienne, on peut rajouter 2-3 systèmes, une turbine hydraulique. Ça peut tout être accordé ensemble sur les batteries. Mais on ne peut pas se servir d'un 36 puis le mixer avec un 60 cellules ou un 72. Même, on peut. Ça serait peut-être possible dans certains cas, mais il faut que ce soit, je vous dirais, il faut que je le regarde comme il faut. Il faut regarder la capacité du panneau, l'ampérage de chaque cellule, savoir si l'agencement des cellules peut travailler ensemble. Puis normalement, on va toujours perdre un peu si on fait ça. Bien, c'est bon que vous le sachiez. C'est comme deux technologies vraiment différentes. On ne les mélange pas ensemble, mais ils peuvent très bien cohabiter sur les mêmes batteries, mais avec chacun leur contrôleur de charge, puis toute la gang reliée sur la même batterie. On va parler maintenant des effets. Des effets de toutes sortes de choses environnementales sur les panneaux. Parce que c'est beau ça, on a acheté un panneau de 100 watts, mais pour qu'il fasse son 100 watts, il faut y donner les meilleures conditions. OK? On va parler premièrement, bon, la puissance réelle. La chose qui affecte le plus la production d'un panneau, ça va être son angle par rapport au soleil. Je m'explique. On va effacer ça. On a notre petit soleil qui est ici. Le but du jeu, quand on fait une installation solaire, on veut le plus longtemps possible là, que les rayons du soleil frappent à 90 degrés notre panneau solaire. Fait que ça, c'est notre panneau. Ça, c'est les rayons du soleil. On veut que ça frappe à 90 degrés. Fait que vous allez me dire, ouais, mais le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Oui, on essaye. Premièrement, c'est important d'aligner ces panneaux le plus possible franc-sud. On essaye de ne pas dévier du sud parce que toute l'énergie est là. Toute l'énergie, là, le 100% de la capacité du panneau, là, il va le donner là, entre 11h et 1h. Là. Ça, c'est son pic. C'est là que tout est. Fait qu'il faut que notre panneau soit franc-sud. Fait que donc, le sud est par ici. Et le nord serait par là-bas. L'angle aussi est importante. Si on a, là je suis à peu près à 45 degrés, on va dire. En hiver, le soleil est bien bas, donc on doit avoir un angle qui est d'à peu près, là je parle pour l'Abitibi parce que pour toutes les places dans le Québec, là, puis même toutes les places dans le monde, là, ça change, là, dépendamment du parallèle où ce qu'on est, l'angle des panneaux doit changer. Je vous donne les règles générales pour l'Abitibi. En hiver, on parle de à peu près 70 degrés. En été, on parle d'à peu près 30 degrés. On va vous mettre ça rough, là, il y a un petit peu de variante, c'est juste pour que vous vous en rappeliez. Là. Fait que en hiver, ben, ça ressemble quasiment à ça. L'angle qu'on prend, c'est l'angle qui est par rapport à la Terre qui est ici. Là. Fait que 90 degrés, ça serait comme ça. 0 degré, c'est à plat à terre. Fait qu'en hiver, 70 degrés. En été, 30 degrés. Ça ressemble à peu près à ça. Là. La moyenne, c'est assez rare qu'on va faire des installations qui bougent, mais ça peut arriver dans certains cas qu'on va faire un rack
qu'on est capable d'aller chercher le maximum qu'on peut au fil des saisons, qu'on va ajuster l'élévation de notre rack en fonction. Mais assez souvent, si on barre notre rack à peu près à 45 degrés, on va avoir un bon rendement. Sauf en hiver, parce qu'à 45 degrés, on va avoir de l'accumulation de neige qui va se produire et on va avoir de la misère à glisser. Fait que si vous êtes capable de déblayer vos panneaux en hiver, je vous dirais, allez-y pour à peu près 45 degrés. C'est magnifique pour l'automne puis le printemps. En été, on va perdre un peu. En hiver, on va perdre un peu. En hiver, on n'a pas de soleil vraiment. Fait que donc, c'est pas vraiment dommageable. Le degré idéal que j'ai trouvé avec les années qui fonctionne quand même super bien, encore là, pour l'Abitibi. S'il y a du monde de Montréal qui regarde la vidéo, là, c'est pas les mêmes angles, hein. Parce que moi, on est en Abitibi-Ouest, là, on n'est pas bien loin, on est à peu près à 25 pieds de la ligne de la Baie James. Là, fait que, à peu près 55-60 degrés. La neige glisse bien, ils sont pas trop d'entretien. On a super bonne performance quand on en a besoin le plus en hiver, à l'automne, printemps, ça réagit excellent. En été, on a beaucoup de pertes, mais c'est pas grave parce qu'en été, le soleil il y en a en masse. Fait que normalement, le système, s'il est bien sizé pour vous autres, ben vous allez avoir 2 fois plus d'énergie que vous en commandez, que vous en consommez en été. Fait que normalement, c'est pas un problème. Fait que l'angle du soleil, là, bien important, l'angle du panneau, l'élévation, on oriente ça franc-sud. Ensuite de ça, petite note, pour les véhicules récréatifs. Fifth wheel, roulotte, motorisée, on monte le panneau sur le toit à plat, 0 degré. Fait que ça va être les VR. Là. Fait que tout ce qui est VR, je vous explique pourquoi. Là. Ça, c'est 0 degré. On monte ça à plat sur le toit le plus possible. Parce qu'un VR, ça bouge. Fait que si on n'a pas le choix, on peut le mettre un peu en pente, là, mais on essaye de le mettre le plus possible centré sur le toit de tous les angles. Fait que peu importe comment on va se stationner, ben on va toujours avoir le maximum qu'on peut aller chercher. Si on y donne une inclinaison, exemple sur le côté, ben si le soleil est là, c'est correct, mais si on se parte de l'autre côté puis le soleil est là, et c'est bien de valeur, là, mais il ne se passera pas grand-chose. Fait que tandis que si on est à plate, ben on va en récolter. Puis même si on serait parqué de l'autre côté, on va récolter pareil. Fait que tout ce qui est VR, le plus possible, 0 degré à plat. Ceux qui ont des chalets, des camps de ski, de motoneige, qui vont là presque exclusivement en hiver, puis qui ne sont pas là souvent, je vous conseille de mettre le panneau, si on peut, c'est tout le temps si on peut, 90 degrés. Directement sur le mur, exposé au sud. Ça va éliminer là, 99% de la neige, de la glace. Il va s'auto-nettoyer. Vous allez par contre avoir extrêmement de pertes en été. Mais si c'est quelque chose que vous n'allez pas là souvent en été, ben, ça peut faire la job. Puis votre système va être beaucoup plus autonome. Fait que pas besoin de se rendre là pour aller enlever la neige. Je pense que ça fait le tour pour les angles. Ouais. Maintenant, où qu'on installe nos panneaux solaires, ben là, je vous ai parlé, c'est VR sur le toit à plate. Chalet, camp, ça peut être sur le mur, dépendamment quand on y va. Il y en a plusieurs qui ont toujours dans l'esprit que les panneaux solaires, ça s'installe sur le toit. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime faire, installer des panneaux solaires sur un toit. Je vous explique pourquoi. Un panneau solaire, quand c'est installé, là, il va être là pour minimalement 25 ans, puis idéalement, il va être là encore dans 50 ans. Si vous avez une toiture de bardeau, là, ben, elle va moisir, puis elle va être due pour être refaite probablement après 20-25 ans. Fait que là, c'est un peu dégueulasse. Il faut tout enlever panneau solaire, on refait toute la toiture, puis après ça, on remet panneau solaire, on se donne l'ouvreur en double, puis en triple pour à peu près rien. Là. Fait que faites attention. Toiture de bardeau plus panneau solaire, c'est vraiment pas le best. Toiture de tôle, fait que tout ce qui est toiture commerciale, si votre maison est une toiture de tôle,
Là, je dirais c'est bon parce que la tôle a quand même une super bonne espérance de vie. Il n'y a pas trop de danger que ça moisisse en dessous de ça. Parce qu'on s'entend la tôle où le bardeau ne voit plus le soleil. Là. Fait que c'est ça. C'est un pensez-y bien. J'aime beaucoup mieux les racks au sol. Pourquoi? Parce que c'est facile, premièrement, de se rendre pour aller les déblayer. Sur le toit, c'est pas évident. Là. On a la hauteur de la maison, plus le toit. Ça prend une méchante grande perche pour aller déblayer ça. Si toutefois, on veut les déblayer. Là. Fait que donc, ça va nous emmener à, justement, effet de la neige, des débris, des feuilles. Si on a un panneau avec un bon contrôleur de charge, pas un PWM là, de quelqu'un tailleur, là, mais un panneau avec 4 pieds de neige, pas 4 pieds de neige, 4 pouces de neige à peu près, avec un bon contrôleur MPPT, en plein soleil, là, meilleure condition, mais il y a de la neige sur le panneau, là, il y en a 4 pouces. Là. On va aller chercher quand même à peu près 20% de sa capacité maximale, même s'il est couvert de neige. Fait qu'au moins, ça charge. Aussitôt qu'il va avoir un petit coin de dégagé sur le panneau, ben ça ne sera pas long que la cellule qui est dégagée, elle est quand même foncée. Fait que la chaleur génère dans le panneau, puis la neige fond, puis elle descend, puis elle descend, puis elle descend. Fait que donc, si vous faites un rack au sol, prévoyez toujours au moins 4 pieds en dessous de votre rack pour être sûr que la neige puisse descendre. Puis même à 4 pieds, c'est pas trop, ça se peut que vous soyez obligé d'aller l'enlever. Si c'est pas une place qui est trop venteuse, là, il va s'accumuler de la neige pendant tout l'hiver. Fait que ça, les toits de VR, les feuilles, à faire attention, ça, aller juste monter une fois de temps en temps pour faire sûr qu'il n'y a pas des grosses feuilles d'arbres qui sont collées sur le panneau. Ça coupe énormément la capacité de production d'un panneau. Là. Une feuille grosse de même sur un panneau, ça va couper quasiment de pas loin de moitié, là, dépendamment où est située la feuille, si elle est à cheval sur juste une cellule, 2 cellules ou 4 cellules, ça peut faire beaucoup de problèmes. Fait qu'on se ramasse avec un système qui marchait super bien, puis là qui ne marche plus, juste parce qu'il y a des feuilles d'arbres qui sont collées après. Fait que c'est à vérifier. Autre chose aussi, l'ombre. Si je fais, je sais pas si on le voit bien sur un panneau, non on le verra pas, là, mais ça on va enlever ça. Exemple, ce panneau-là, il est en plein soleil, il produit 275 watts, on va dire. Puis, il y a une branche d'arbre qui me fait une ligne d'ombre dessus. Fait qu'on va imaginer que là, ça, dans le fond, c'est la ligne d'ombre. Ben, je viens de réduire la capacité de production de mon panneau, je viens de la couper à peu près de 80%. Fait qu'il me reste à peu près 20% de sa capacité totale du panneau qu'il va produire, là, même s'il est en plein soleil. Fait que, dépendamment toujours combien de cellules qui touchent. Plus qu'il touche de cellules, pire que c'est. Fait que s'il se limite à 3 cellules, c'est tel que tel, mais si c'est ici, il vient de me couper à peu près 6 cellules. Fait que l'ampérage de 6 cellules vient de baisser, donc c'est beaucoup. Fait que c'est pas long qu'on se ramasse si on a de l'ombre sur une partie du panneau, mais on vient de se ramasser avec quasiment plus rien de production. Fait que l'effet de l'ombre des débris, ça c'est bon. Effet de la température à cette heure. La température a une énorme influence aussi sur les panneaux solaires. Je vous donne une règle générale. Plus qu'un panneau solaire a chaud, moins qu'il produit de courant. Plus qu'un panneau solaire a froid, plus qu'il va produire de courant. Fait que c'est comme penser aux semi-conducteurs, tu sais, parce que excusez, pas semi-conducteur, mais supraconductivité, ok? Plus qu'il fait froid, dans le fond, plus que l'électricité, mieux que l'électricité voyage. Fait que si on prend un panneau solaire exposé de meilleures conditions, midi, plein sud, bonne orientation, tout un panneau de 100 watts, à 40 degrés en été, il va peut-être nous générer, on va dire, avec encore là un bon contrôleur MPPT, il va nous générer peut-être, je dis un chiffre comme ça, peut-être 75 watts si le panneau, on va dire qu'il fait 40 degrés Celsius dehors. C'est rare en Abitibi, là, mais c'est ça. À l'inverse, à moins 40 en plein hiver, ben notre panneau de 100 watts va en faire à peu près 120. Fait que, vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence sur la température. Petite note avec ça.
il y a des kits de montage pour les panneaux, là. Des petites patates, là, ça fait un espacement d'1 pouce. J'ai vu ça, je ne sais pas combien de fois, du monde qui ont installé des panneaux solaires sur des véhicules récréatifs qui n'ont pas mis les pattes de montage. Si vous me suivez là, avec la température, là, ben, le panneau est à côté directement sur le toit. Le panneau ne se ventile pas en tout en arrière. Ça surchauffe, la cellule vient ultra chaude, le panneau descend énormément en puissance. En Abitibi, c'est pas dangereux, mais aux États-Unis, il y a eu plusieurs feux qui ont été causés dans des maisons par rapport à ça. Espace insuffisant de ventilation en arrière du panneau. C'est un facteur qui est bien important. Ça lui prend de l'air, il faut qu'il se refroidisse d'une manière ou d'une autre. Donc, les pattes de montage, c'est pas pour rien qu'ils sont surélevés, c'est pour ventiler le dessous du panneau. Ça. Bon, effet de la température, neige, débris, effet de l'ombre. On va parler, je me fais souvent poser la question. Un suiveur solaire, ce qu'on appelle un tracker. Fait que qu'est-ce qu'il fait, lui? Il suit le soleil se lève, il suit le soleil toute la journée. Quand le soleil se couche, il arrête, il revient à son point de départ, prêt pour le lendemain. C'est une belle bébelle, sérieusement, c'est une très belle bébelle. Ça montre la production là, de... on va chercher, là, je pense que c'est 25% avec un simple axe. Je vais regarder mes notes, là, si ma mémoire est bonne. Là. Ouais, on va chercher une production d'à peu près 25% de plus avec un simple axe. Fait que dans le fond, l'axe est orienté sud-nord. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est mon panneau solaire. Fait que le panneau fait juste rouler comme ça, simple axe. Il se promène d'est en ouest. Un double axe, ben lui, il pivote comme ça et comme ça. Fait que lui, il est capable de suivre 100% du soleil toute la journée. On va rechercher un autre 5% avec un double axe. Ça fait 30%, mettons qu'on va chercher avec le double, là, ça fait 30% plus de production par jour. Écoute, c'est bon. Par contre, un panneau solaire, là, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y a aucune pièce mécanique là-dedans. Il n'y a pas rien qui peut briser. Fait qu'on rend un produit ultra fiable. On le rend un petit peu moins fiable. Parce qu'on rajoute de la mécanique, de l'électronique et de l'électricité. Puis dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales, en plein hiver, de la pluie, du verglas, c'est dur ces moteurs, on a de la maintenance à aller faire là-dessus, des graissages, des huilages, ajustements, hors timing, tu sais. Fait que je suis pas fanatique personnellement des suiveurs solaires. Autre chose qui rentre dans la balance, le coût de ça. Parce que normalement, c'est un immense poteau qui va tenir plusieurs panneaux solaires ensemble. Il y a un moteur, gearbox, il y a un paquet de gogos après ça. On rajoute de la mécanique, je trouve, inutilement. Si ça vous intéresse d'aller chercher 30% de plus, j'ai toujours dit au monde, mettez donc 30% plus de panneaux, là, puis laissez-les là pour les 50 prochaines années sans y toucher, sans faire de maintenance là-dessus. Vous allez avoir le même résultat final. Puis ça va coûter moins cher. Parce que 30% plus de panneaux, là, ça ne coûte rien des panneaux. Là. Un tracker solaire, 8 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 40 000, c'est assez dispendieux. Fait que c'était ma petite note sur les trackers solaires. C'est pas que c'est pas une belle technologie, là, ça marche super bien. Là, je sais qu'il y en a, il y en a beaucoup dans le Québec là, qui ne jouent que par les trackers solaires. Personnellement, moi, c'est non. Ensuite de ça, perte dans le câblage, c'est un autre facteur qui va nuire à la capacité de notre panneau solaire. Je vais revenir là-dessus probablement dans le vidéo qui va traiter vraiment sur le câblage. Ça prend le bon calibre de fil parce que le panneau solaire, il produit du DC. Courant continu si on veut, là, en bon français. Il y a énormément de pertes en DC. Fait un panneau comme ça ou comme ça va nous, exemple, 10 ampères. 10 ampères sur une courte distance, ben, ça nous prend tel calibre de fil. Mais si on double la distance, le calibre de fil va doubler aussi. Là, à 20 pieds, là, il est comme 2 fois plus gros. À 40 pieds, il est comme 4 fois plus gros. C'est pas long qu'on se ramasse avec des câbles de soudeuse, des affaires incroyables pour aller chercher un panneau solaire qui est installé en réalité trop loin des batteries.
Fait que ça va être important. On va avoir pas mal de théories là-dessus, le calcul de la grosseur de fil, là, parce qu'il y a énormément de pertes en DC. Donc, il faut essayer de limiter la perte. C'est là que les régulateurs MPPT sont super intéressants parce qu'on peut aller plus haut en voltage. Donc, on réduit l'ampérage des panneaux au minimum avec un haut voltage. Les câbles restent petits. On va revenir là-dessus. Mais c'est bon que vous le sachiez que on met pas un panneau comme ça ou comme ça même. J'en ai vu souvent des panneaux de 100 watts avec des fils à speaker. Là, 30 pieds de fil à speaker, c'est bien de valeur, il ne reste plus rien au bout. C'est une super belle décoration, par exemple. C'est beau, là, mais ça donne strictement rien. Autre effet qui a une importance assez énorme, le contrôleur de charge. Je ne rentrerai pas en détail. Énorme importance parce que si on va avec il y a deux types de contrôleurs, il y a le PWM puis le MPPT. Exemple, un panneau de 100 watts avec un contrôleur PWM en plein soleil, meilleure orientation. On va aller chercher peut-être gros maximum 80 watts de notre capacité qu'on a payé pour. On a payé pour un 100 watts, mais on se ramasse, le maximum qu'on peut aller chercher, c'est 80. Il est où le 20 watts qui manque? J'ai payé pour 100, j'ai juste 80. Ben c'est ça. Le problème, c'est le contrôleur de charge qui n'est pas capable d'adapter la tension que le panneau produit avec la tension de la batterie. Puis c'est encore pire si la batterie est déchargée. Si la batterie est à, on va dire, très basse, à 11 volts, ben ça peut être assez problématique, là. On va se ramasser peut-être avec notre panneau qui va générer 60 watts. Fait que pas trop intéressant. Par contre, si on met un bon contrôleur MPPT, ben, on va toujours aller chercher le maximum que le panneau est capable de produire. Donc, dans les mêmes conditions, le même panneau, notre 100 watts qu'on parlait, on va aller chercher, au lieu d'aller chercher peut-être 80 watts, qu'on allait chercher avec un PWM, avec un MPPT, on va aller chercher à peu près 98 watts. Il y a toujours une petite perte dans le contrôleur parce qu'il y a une conversion d'énergie qui se fait, mais normalement, c'est 1, 2, 3% pas mal maximum. Fait que c'est pas mal ça pour les pertes. Effet du contrôleur de charge. Good. À cette heure, on parle qualité des panneaux, les garanties. On va passer ça vite fait, mais c'est bon que vous le sachiez. Ah, petite note en passant. Si, je l'ai peut-être dit tantôt, là, si jamais vous coupez les plugs MC4 au bout d'un panneau, ben vous venez canceller votre garantie. OK? Même chose, si vous... Ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, là. Si vous percez d'autres trous dans le frame d'aluminium du panneau, vous venez de canceller la garantie de votre panneau, vous venez d'affecter sa structure. Chose bien importante, j'y pense en même temps, cette partie-là du panneau, la partie arrière, est ultra fragile. Bien important, faites attention pour ne pas arriver avec quelque chose de pointu ou donner un coup en arrière. Vous allez craquer la partie blanche, il va rentrer de l'humidité là-dedans. Votre panneau va être fini par une petite négligence des fois. Puis c'est vraiment fragile, là. Une paire de pinces, clac, on fait une petite poque, puis le panneau il va se dégrader, ça ne sera pas long. Partie avant, par exemple, ben ça c'est du verre trempé, ça c'est solide en masse. Là, on peut quasiment piocher dessus un coup de marteau. Faites-les pas, c'est bien pas une bonne idée, là, mais en tout cas, c'est solide, c'est capable de résister à la grêle, fait que ça c'est pas un problème. Les garanties standards, on a 2 garanties pour les panneaux solaires. Puis ça, c'est partout pareil, là. Le terme des garanties est différent, mais en tout cas, on a la garantie pour les défauts de manufacture. Fait que dépendamment de la marque de panneau solaire où vous l'achetez, vous allez avoir une garantie entre 1 an, 5 ans, 10 ans ou 12 ans. Fait que s'il y a un défaut de manufacture, il y a un moulage qui a mal été fait, il y a de l'humidité, de la condensation qui est rentrée dans le panneau, ça peut arriver. Fait que c'est bon que vous sachiez qu'il y a une garantie de défaut de manufacture, 1 an, 5 ans, 10 ans ou 12 ans dans la majeure partie des cas. On a une autre garantie qui est la garantie de puissance. C'est quoi que ça fait, ça? C'est normalement, c'est à peu près tout basé sur la même affaire. Puis toutes les marques qui se respectent, c'est à peu près toutes 25 ans de garantie sur la puissance. Dans le fond,
Cette garantie-là vous dit que dans 25 ans, si on en prend une pour 25 ans, dans 25 ans, mon panneau va produire encore 80% de la puissance initiale quand je l'ai acheté. Fait que si on a acheté un 100 watts puis il y a une garantie linéaire de 25 ans, ben dans 25 ans, il devrait produire minimalement encore 80 watts. On va là-dessus. Petite note en même temps, parce qu'un panneau, là, vous venez de comprendre que ça dégrade avec les années. Là. La première année qu'on expose un panneau au soleil, c'est là qu'il va dégrader le plus. On perd à peu près 3% de sa capacité dans la première année. Par la suite, ça se stabilise, puis ça reste à peu près 1,5% par année. Fait que si on fait le calcul vite fait, là, on perd 3% la première année, puis 1,5% les autres années. Donc, au bout de 25 ans, notre panneau devrait avoir encore 85% de sa puissance. Puis, au bout de 45 ans, ben, il va avoir encore 75% de sa puissance initiale. Fait que c'est pour ça que je vous dis, quand on installe un panneau solaire, là, on l'installe comme il faut, on prend le bon stock, puis parce que c'est là pour long terme. C'est pas du court terme, c'est du très long terme. Fait qu'achetez pas du stock cheap, achetez des bons produits, puis mettez ça là. Tu sais, la quincaillerie qui tient le panneau, c'est de l'aluminium, c'est du stainless. Vous pouvez faire un rack en bois, vous pouvez le faire en fer, mais vous allez être obligé de le repeinturer, de le rebrosser, vous allez être obligé la quincaillerie va rouiller. Fait que c'est pour ça, normalement, tout le racking de panneaux est fait en aluminium, en stainless, justement pour éliminer ces problèmes-là, parce qu'on installe ça là pour les 40 prochaines années. Bon, après ça, je pense, hey, ça fait quasiment le tour. OK, j'ai fait un petit comparatif dans le fond, parce que là, c'est pas tout le monde qui est en Abitibi. Je sais qu'il y en a qui veulent faire le système par eux autres mêmes. C'est un peu le but de ces petites formations-là que je donne, là. Vous donner les outils pour monter votre système vous autres mêmes. Ça coûte assez cher expédier un panneau. Fait que, si vous êtes en Abitibi-Ouest et que ça vous intéresse, venez me voir. Lâchez-moi un coup de téléphone. maxenergie.ca. Je vais vous vendre du bon stock là, commercial, du 60 cellules, du 66, du 72. Je ne tiens pas de 36 cellules. Ça, c'est un peu des vestiges ou c'est du matériel des fois que je rejette pour upgrader des clients. Mais je ne tiens pas de 36 cellules. Fait que si vous voulez vous commencer un petit kit, exemple pour votre chalet ou pour de la lumière de secours dans la maison, ou j'ai fait un petit comparatif des petits panneaux qu'on peut trouver sur Internet. Là. Je vais vous mettre dans la description du vidéo, vous allez avoir le comparatif dans le fond. Ce qui a sorti de mieux comme panneau qu'on est capable d'avoir présentement en 2020, là, on est premier trimestre, janvier, février, mars, avril, là, on vient de tomber dans le deuxième trimestre. La marque Dokyo qui est disponible sur Amazon. L'évaluation, vous allez la voir, là, je l'ai toute faite avec un contrôleur avec un contrôleur PWM, les garanties, le prix par watt réel. Écoutez, un panneau de 100 watts, le meilleur deal que j'ai trouvé, c'est Dokyo sur Amazon. 1 pièce et 20 le watt, 120 pièces livré, transport inclus, pas de taxes. Si vous voulez vous monter un petit système là, avec un petit budget, c'est une bonne place où commencer. Là. Vous allez avoir dans la description le lien là, si vous voulez vous rendre pour vérifier ça. Puis à chaque vidéo, je vais mettre des liens aussi des instruments que je parle. Là. Il va y avoir des contrôleurs aussi. Mais pour l'instant, ok, regardez, c'est tellement drôle. Là. Le moins cher qu'on a justement puis la garantie est bonne sur le Dokyo, on parle d'une garantie 5-25. Fait que 5 ans de défaut de manufacture, 25 ans sur la puissance, qui est assez standard comme garantie. Eux autres, les panneaux 60 cellules, 66, 72, ben c'est tout le temps des garanties 10-25, 12-30.
c'est ça, les garanties sont tout le temps plus hautes, les produits sont plus hauts aussi, puis les prix sont, sont encore moins chers, c'est ça qui est con, là, mais c'est ça, la différence entre le 60 et le 36 cellules. On revient à notre petit panneau de Q, là. Une pièce et 20 le watt, c'est pas mal le moins cher de sa gamme. L'autre qui s'y rapproche le plus, c'est 1,24. Le plus cher que j'ai fait dans l'évaluation, Canadian Tire, avec un panneau à 5,30$ le watt pour un 100 watts. C'est hallucinant. Même en spécial, là, il est à peu près pas loin de 3 fois le prix du Dokyo. Là. Fait que ils sont juste pas dedans. C'est ça. Fait que c'est vraiment le plus cher à 5,30$. Il y a un autre modèle un petit peu plus gros, un 150 watts chez Canadian Tire à 4$ le watt. C'est ridicule quand on dit que c'est ça, c'est aux alentours de 2$. Là, ben, eux autres, ils nivellent ça sur l'autre bord un petit peu. Fait que donc, je pense que ça complète pas mal pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, écrivez-moi ça. Vous pouvez cliquer pour vous abonner. Là, plutôt, le petit symbole, la petite éclair Max Énergie. On clique là-dessus, on s'abonne aux vidéos. Prochaine vidéo disponible va être de ce côté-là. Écoutez, on se dit à la prochaine. Si vous avez des questions, on s'appelle, on se texte. Attention à vous autres. Ciao, bye.